L'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Et à la une ce soir, les mauvais chiffres de la croissance en Europe. Bruxelles anticipe une récession de l'économie française et accorde à Paris un délai supplémentaire pour ramener son déficit à 3% du PIB. Une décision saluée ce soir par François Hollande. C'est une nouvelle importante, a-t-il déclaré, parce qu'elle vient consacrer ce que la France a demandé depuis un an, c'est-à-dire que l'on mette la croissance au premier rang de nos priorités. Dimanche, chassés croisés, des manifestations. Les opposants au mariage pour tous se retrouveront dans la rue à l'appel de Brigitte Bardot, en même temps que les militants du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon les appelle à manifester contre l'austérité. Difficile dans ce contexte pour les gouvernements de promouvoir son action à la veille des 1 an de la présidence de François Hollande. Le président qui pourrait par ailleurs témoigner dans l'affaire du sénateur Telade. Ce serait une première en attendant une réforme du statut pénal du chef de l'État. On en parle dans ce journal avec notre invité ce soir, le constitutionnaliste Didier Mousse. Bonsoir à tous. Bruxelles dessert l'étau de l'austérité. Après avoir dressé un tableau très sombre de l'économie européenne, la Commission a décidé d'accorder des délais supplémentaires à la France pour ramener les déficits publics dans les clous. Explication Simon Barbarie. Un peu d'air pour la zone euro. Ce midi, la Commission européenne a décidé d'accorder à la France ainsi qu'à certains États membres un délai supplémentaire pour ramener leur déficit public sous la barre fatidique des 3% du PIB. La France a donc jusqu'en 2015 pour rentrer dans les clous. Selon les prévisions de la Commission, le déficit français devrait atteindre 3,9% cette année et 4,2% l'an prochain. Cette décision intervient alors que Bruxelles dresse un tableau très sombre des perspectives économiques européennes. Une croissance négative de 0,1% est attendue en 2013. Pour Bruxelles, ce nouveau délai doit s'accompagner de réformes structurelles, une condition sine qua non pour relancer la croissance. Ce que soulignent nos prévisions de croissance, c'est le constat de la détérioration continue de la compétitivité française. Voilà pourquoi une stratégie budgétaire crédible à moyen terme doit être accompagnée de réformes structurelles approfondies sur le marché du travail, sur le système des retraites et avec l'ouverture des marchés. La France n'est pas le seul pays à bénéficier de ce nouvel échéancier. L'Espagne a jusqu'en 2016 pour abaisser son déficit de 7% prévu l'année prochaine. Pour les autres membres de la zone euro, Bruxelles en reste au calendrier initial. Ces gestes de bonne volonté de la Commission surviennent alors que les Européens sont divisés sur les bienfaits des politiques d'austérité et leurs conséquences pour la relance de la croissance. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Delphine. Comment peut-on expliquer ce délai supplémentaire de la Commission européenne? C'est une fleur que nous fait l'Europe? C'est une fleur, exactement. Il faut voir que je crois qu'il y a deux aspects. Il y a l'impact de la force des choses et la force de l'argumentation. Le point de départ, c'est évidemment la conjoncture telle que ça vient d'être dit à l'instant par M. Rehn, qui dit, bon, la zone euro sera en récession en 2013. Le fait nouveau, c'est que la France le sera aussi, ce qui n'était pas jusqu'à présent la perspective de l'Union européenne. Et la Commission européenne nous dit, bon, à la fin de l'année, vous aurez un déficit de 3,9%. L'année prochaine, vous aurez 4,2%. Il faut bien voir que si on voulait passer de 3,9% à 3%, et même auparavant, la Commission européenne disait qu'il fallait aller nettement en dessous de 3%, donc 2,9%, ça exigerait de la France de faire en 2014 un effort de l'ordre de 20 milliards d'euros. Or, d'ores et déjà, pour 2014, il est prévu un effort de 20 milliards, 14 milliards d'économies de dépenses, 6 milliards d'augmentation d'impôts, notamment sur la TVA. Autrement dit, tenir mordicus de la part de la Commission européenne, compte tenu de la conjoncture, même les prévisions qu'elle fait, ça voulait dire que demander à la France un effort de 40 milliards d'euros en 2014, ce qui revenait carrément à l'étranger. Et même pour la Commission européenne, ça avait un aspect presque grotesque de demander quelque chose de proprement impossible. En plus, ça lui posait un problème de popularité vis-à-vis de l'opinion publique, pas seulement française, mais européenne, car il y a tout un mouvement, vous le savez, qui se décide en Europe. Et puis, donc ça, c'est la force des choses. Et puis, il y a la force de l'argumentation. Voilà déjà pas mal de temps que, de manière discrète,
les autorités françaises disent, attendez, il y a quand même un problème de vouloir réduire à tout prix et très vite le déficit public, ça pose un problème sur la croissance et qui se répercute sur la question budgétaire. Je pense que les deux mélangés, la force des choses et la force de l'argumentation, ça permet quand même un assouplissement, une fleur, comme vous le dites, de la Commission européenne. Ça ne veut pas dire, Jean-Louis, que la France doit se dispenser de ramener son déficit public à 3% du PIB. Eh bien, exactement, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président de la République cet après-midi lorsque on lui a fait part des nouvelles prévisions de la Commission européenne, en disant que ça ne nous dispense pas de l'effort. Et effectivement, parce que si on regarde les choses sur les dernières années, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on recule toujours. Et au bout d'un moment, on se dit, mais enfin, est-ce que la Commission européenne ne fait pas que s'aligner sur l'état de fait, ce que j'appelais la force des choses tout à l'heure, et au bout d'un moment, on se rend compte que ce n'est pas possible. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'a dit M. Rehn tout à l'heure? Il dit bien, d'accord, on vous donne ce sursis de 2 ans, mais on vous demande d'appliquer des réformes structurelles profondes. Alors la question, on pourrait se dire, mais enfin, pourquoi quelle force, quel argument, ou plutôt quelle pénalité la Commission européenne pourrait imposer? Elle peut, avec le nouveau traité, imposer une pénalité. Et donc elle ne l'imposera pas, mais à condition que vous fassiez des réformes structurelles. Or, dans le dernier projet de programme des autorités françaises, la Commission européenne a bien dit qu'on ne voyait pas des réformes structurelles dans le document de la France. Donc il est bien clair que cette fleur s'accompagne d'une exigence nouvelle sur les réformes structurelles, notamment sur la question des retraites. Donc ça ne dispense pas, c'est une fleur, mais ce n'est pas un cadeau. Un sursis, mais la France reste sous surveillance. Merci. Elle reste sous surveillance, exactement. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre éclairage. Le gouvernement demande un sursis et l'annulation de la décision de Bruxelles qui a exigé de la part de la compagnie maritime marseillaise CNCM le remboursement de 220 millions d'euros d'aide publique. Le gouvernement entend ainsi protéger la continuité territoriale entre la Corse et le continent. Dimanche, 2 mouvements manifesteront à Paris, mais pour 2 raisons différentes. D'un côté, le Front de gauche appelle à un changement de République contre l'austérité, tandis que Brigitte Bardot, la présidente de la Manif pour tous, défilera à Lyon pour demander une nouvelle fois le retrait de la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. État des forces en présence avec Jérôme Rabier. 2 rassemblements pour presque 2 Frances différentes dans la rue. Anti-austérité d'un côté, place de la Bastille, où le Front de gauche espère mobiliser autant que pour le meeting de campagne de l'an dernier, qui avait déplacé 120 000 personnes. Anti-mariage homosexuel de l'autre côté pour des rassemblements qui auront lieu dans 5 villes de France. 2 mouvements mais avec des symboles qui se croisent, la Marianne républicaine étant omniprésente dans les 2 camps. La ressemblance allant jusqu'au pastichage d'affiches du Front de gauche par les militants de la Manif pour tous. Chez ces derniers, malgré le vote de la loi, on ne baisse pas les armes. Dimanche, dans cette progression qui va nous emmener jusqu'au 26 mai, dimanche est une étape très importante pour faire comprendre aujourd'hui, depuis le vote de la loi, sur quel message nouveau, qui est toujours contre la loi, mais en l'adaptant sur l'adoption pour que le Conseil constitutionnel en prenne acte. Côté Front de gauche, on s'active pour les préparatifs avec notamment une parodie du désormais célèbre mur des cons et on espère plus de 100 000 personnes pour une 6e République. On s'attend à une marée citoyenne qui déferle sur Paris et ça veut dire que la gauche est de retour, qu'elle a été découragée, démoralisée, divisée par la politique de François Hollande depuis son élection. Mais 1 an après, elle n'a pas baissé les bras, elle est toujours là. Il y a une majorité dans ce pays pour le changement qui n'a pas l'intention de se taire et de rester chez elle. Dans les 2 camps, un même objectif, infléchir la politique gouvernementale, en espérant qu'avec 2 manifestations au même moment à Paris, le message parvienne jusqu'à l'Élysée. Difficile dans ce contexte de promouvoir l'action gouvernementale alors que le 6 mai marque les 1 an de l'arrivée de François Hollande à la tête de l'État. Pourtant, les campagnes de communication se multiplient pour faire le bilan des promesses tenues par François Hollande. Aurélien Romano. 1 an, même pendant la crise, ça reste un anniversaire. Pour ne pas laisser les commentateurs faire la liste des promesses non tenues, le gouvernement a pris les devants. Matignon publie un document pour faire le point sur les 60 engagements de François Hollande, 60 promesses de campagne détaillées sans préciser de manière visible si elles sont déjà tenues ou non. C'est la première étape d'un dispositif anniversaire qui va monter en puissance. Dimanche, sortie d'une infographie dite très grand public sur le bilan, et le soir, Jean-Marc Ayrault assurera le service après-vente au journal de 20 h de TF1.
Mais tout ne se décide pas à Matignon. Le ministère du Travail a fabriqué des spots diffusés sur les réseaux sociaux et en radio depuis quelques semaines sur la mesure phare de François Hollande, les contrats de génération. De son côté, le Parti socialiste est très impliqué dans la défense du bilan du président de la République. Main dans la main avec le gouvernement, le parti majoritaire pointe depuis un an les promesses tenues de François Hollande. Ce week-end, les jeunes socialistes se rassembleront à Souston, dans les Landes. Certains ministres feront le déplacement. Et dès aujourd'hui, le site Un an de changement est en ligne. Les socialistes multiplient les actions jusqu'au 6 mai. Pas question pour les partisans du chef de l'État de laisser la main aux journalistes et leur spécial 1 an, ni aux manifestants de dimanche. Le procès en appel du sénateur socialiste et ancien ministre René Telade dans l'affaire de la mutuelle retraite de la fonction publique doit s'ouvrir le 15 mai prochain. Un huissier de justice a remis hier à l'Élysée une invitation adressée à François Hollande. Le chef de l'État pourrait ainsi témoigner au procès Telade, du jamais vu, comme nous l'explique Nathalie Guilloire. La démarche est inhabituelle. L'homme qui attend devant le perron de l'Élysée est un huissier. Il est là pour inviter le président à témoigner au procès en appel de René Telade, ancien ministre et sénateur socialiste. Et après 2 tentatives cette semaine, l'huissier passe finalement la porte de l'Élysée. Contre toute attente, François Hollande pourrait accepter cette invitation, une situation qui s'avérait inédite. Le président de la République s'est toujours engagé à contribuer autant que faire se pouvait à la détection de la vérité. Donc concrètement, est-ce que ça passera par un témoignage? Pas nécessairement. Pas nécessairement, car la réforme du statut pénal du président n'a pas encore eu lieu. Et selon l'article 67 de la Constitution, le président de la République ne peut, durant son mandat, être requis de témoigner devant une juridiction. C'est pourquoi la partie civile a choisi d'inviter tout simplement le président à déposer. Les avocats y croient et s'appuient sur les promesses de François Hollande lors du débat de l'entre-deux tours qui a annoncé vouloir réformer le statut pénal du chef de l'État. Et pour parler du statut pénal du chef de l'État, j'accueille ce soir Didier Mauss. Bonsoir, constitutionnaliste. Alors aujourd'hui, en l'état, est-ce que la Constitution permet à François Hollande de témoigner dans un procès ? Alors la Constitution est un tout petit peu ambiguë, car effectivement, comme cela vient d'être rappelé, l'article 67 de la Constitution dit qu'on ne peut pas requérir le président de la République. Donc on ne peut pas l'obliger à aller témoigner. Mais à contrario, si on ne l'oblige pas et qu'il y va de sa propre volonté, ou qu'il envoie un témoignage par écrit, rien n'est impossible. Et donc, j'aurais tendance à dire, on ne peut pas l'obliger à témoigner, mais il peut témoigner de sa propre volonté. Donc François Hollande pourrait donc contourner en quelque sorte cet article 67 de la Constitution? Il n'a pas tellement à le contourner, il a simplement à dire « je fais un acte volontaire ». Bon, d'ailleurs, la lettre qui a été déposée à l'Élysée n'est pas une réquisition, c'est une invitation. Je crois que ceux qui ont rédigé cette lettre ont fait très attention aux mots qu'ils ont choisis. Donc François Hollande dit « écoutez, vous me demandez d'apporter un témoignage, je le fais très volontiers, personne ne peut m'y obliger, mais je crois que c'est une bonne chose ». Il a intérêt à le faire? Alors il a intérêt à le faire. Oui, du point de vue de son image, tout dépend de ce qu'il a à dire. Bon, dans l'affaire de M. Telade, moi je ne connais pas du tout le fond, mais il est évident que François Hollande connaît bien M. Telade. Bon, ils sont corréziens, il a été son suppléant, donc il peut y avoir ce qu'on appelle un témoignage un peu de notoriété, de moralité, de personnalité autour de M. Telade. Je crois que c'est le maximum que François Hollande puisse faire. Mais est-ce que ça ne va pas l'affaiblir? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres demandes? On sait que le chef de l'État pourrait être également cité comme témoin dans une autre affaire, l'affaire d'Allongeville, du nom de l'ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont. Il est certain qu'à partir du moment où on met la main ou le doigt dans un engrenage de ce type, il faut aller jusqu'au bout. Simplement, si c'est une affaire qui est susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction présidentielle, là, François Hollande peut parfaitement dire non, c'est vraiment de la malveillance et je ne veux pas y aller. Mais c'est pas très facile. Il faut également préciser que si la réforme constitutionnelle qui a été déposée par le président de la République sur la modification de l'article 67 est adoptée, en réalité, ça ne changera pas grand-chose à l'égard d'une procédure de ce type, parce qu'on ne modifierait pas l'interdiction de requérir le témoignage du président de la République. D'accord, alors vous venez de parler justement de cette réforme du statut pénal du chef de l'État qui n'est pourtant pas encore inscrite à l'ordre du jour. Est-ce qu'elle va être examinée?
Écoutez, ça, l'avenir n'est inscrit nulle part, comme dit un dicton que l'on aime beaucoup dans le milieu politique. Alors c'est vrai que le président de la République a déposé 4 projets de révision constitutionnelle. Pour l'instant, il y a une date envisagée à l'Assemblée nationale pour la discussion du projet sur le Conseil supérieur de la magistrature, bon, mais rien pour les autres. Alors pourquoi? Parce qu'il ne fait à peu près aucun doute que les projets peuvent être adoptés par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ça, je crois qu'il y a les majorités nécessaires. Mais ensuite, il faut qu'il y ait 3/5 des suffrages exprimés à Versailles lors de la réunion du Congrès. Et là, il y a une véritable incertitude. C'est-à-dire, les consultations auxquelles M. Ayrault a procédé ont montré qu'il n'y avait pas du tout de consensus sur quelque élément que ce soit de la révision constitutionnelle. Alors, est-ce que le président de la République prendra le risque? Bon, moi, si j'avais un seul conseil à lui donner, c'est de n'aller à Versailles que s'il est sûr que la révision est adoptée. Rien ne serait pire pour son image que d'avoir un échec. Mais il faut attendre le vote en première lecture à l'Assemblée et au Sénat, et ensuite faire des comptes, faire de l'arithmétique politique. Alors, en quoi consisterait cette réforme du statut pénal du chef de l'État? Quels seraient les éléments? Vous venez de dire que finalement, cet article 67 ne serait pas totalement modifié et on pourrait continuer de requérir, d'inviter le chef de l'État à témoigner. Alors en fait, le projet que j'ai là sous les yeux dit 2 choses. D'une part, on distingue la matière répressive, c'est-à-dire la matière pénale, de la matière civile. Et deuxièmement, en matière civile, on peut intenter une action contre le président de la République, mais avec un système de filtre, de façon à ce que cette action ne soit pas de nature à compromettre l'accomplissement de sa charge, ni à porter atteinte à la dignité de sa fonction. Donc on ne veut pas qu'il y ait, j'allais dire, des actions civiles à répétition. Mais en matière pénale, il n'y a rien de véritablement de changé. Donc le président de la République ne sera jamais un justiciable comme les autres? Le président de la République n'est pas un citoyen comme les autres. Même si François Hollande a envie d'être un président normal, le président de la République n'est pas un citoyen normal et donc son statut judiciaire ne peut pas être normal. Quelle est la législation des autres pays en la matière? Elle est très différente selon les cas. Il y a toujours une protection à l'égard du chef de l'État, mais que ce soit un président ou un monarque. Mais la différence essentielle tient au rôle du président de la République en France. Nous sommes le seul pays où le président de la République a un tel rôle politique, soit une telle personnalité, et par la force des choses, eh bien, quand on a avant d'arriver à l'Élysée et ensuite à l'Élysée un rôle important, il peut y avoir des retombées judiciaires. C'est inévitable. Merci beaucoup pour vos explications. En bref, un syndicat demande à Claude Guéant de rendre l'argent que l'ancien ministre de l'Intérieur assure avoir perçu sous forme de primes en liquide jusqu'en 2006. Selon Claude Guéant, ces primes ont été versées à plusieurs milliers de fonctionnaires du ministère jusqu'en 2006, soit 4 ans après leur suppression en 2002. Au Sénat, le bilan législatif de François Hollande reste mitigé. Il faut dire que malgré le basculement à gauche de la Haute Assemblée, le gouvernement n'y dispose que d'une majorité fragile et il a vu certains de ses textes rejetés. Le détail avec Nadia Belromari. Au Sénat, l'activité n'a pas été de tout repos. 26 semaines de séance, plus de 659 heures de débat, dont 138,5 en soirée ou en nuit pour 56 textes adoptés, comme celui ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Il restera le texte emblématique de cette année, aux côtés du vote des contrats d'avenir et de génération, de la Banque publique d'investissement et du traité budgétaire européen. Pourtant, ce sont les textes rejetés qui ont marqué le plus les esprits. En cause, une alliance inédite UMP communiste qui a fait vaciller la majorité à de multiples reprises. Au final, pas moins de 6 textes clés rejetés. La tarification énergétique, puis la loi de programmation budgétaire, le budget de la sécurité sociale et le budget rectificatif, ainsi que son crédit d'impôt aux entreprises. Plus tard, une alliance écologiste communiste a eu raison de la réforme du scrutin départemental, instituant un binôme homme-femme par canton. Et nous accueillons sur ce plateau notre chroniqueuse Tam Tranui. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors nous venons d'avoir un aperçu de l'année écoulée au Sénat. Reste encore 3 mois avant la fin de la session parlementaire. 3 mois et beaucoup de textes qui devraient être examinés au Parlement. Est-ce qu'il y a un risque d'encombrement ? Bien effectivement Delphine, faisons un peu de mathématiques. En regardant les textes déjà inscrits à l'ordre du jour, on constate que 20 d'entre eux
11 projets de loi et 9 propositions de loi doivent être examinées d'ici le 7 juin. Alors, sachant que seulement 2 semaines par mois sont consacrées à l'examen des projets de loi qui émanent du gouvernement, eh bien cela fait une moyenne d'un peu plus d'un projet de loi par jour. Autant dire qu'on ne voit pas très bien comment les délais vont être tenus. D'autant que certaines lois majeures vont être débattues sur plusieurs jours. Alors, par exemple, il y a la refondation de l'école qui prévoit notamment la création de 60 000 postes sur 5 ans. Il y a également la décentralisation et la création des métropoles qui suscitent une levée de bouclier générale parmi les élus locaux et qui donc va être âprement discutée. Alors à noter, les sénateurs vont reprendre leurs travaux le 14 mai, après les vacances parlementaires, avec 2 textes épineux. D'une part, le vote définitif du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. On se rappelle que sur ce texte, le gouvernement avait eu recours au vote bloqué, ce qui avait provoqué la colère des communistes. Et le même jour, le 14 mai, il y aura la réforme de l'élection des sénateurs, autre texte compliqué qui a déjà été rejeté en commission des lois, notamment sous l'impulsion des radicaux de gauche. On ne connaît pas encore la suite de l'ordre du jour, mais il y aura encore d'autres textes à venir après ces textes importants. Ben effectivement, par exemple, pour reparler de la réforme constitutionnelle dont Didier Mauss nous a parlé tout à l'heure, eh bien, cette réforme constitutionnelle, certes mal engagée, a été scindée en 4 textes distincts, et ça afin d'améliorer les chances d'obtenir la majorité des 3/5 du Parlement, majorité nécessaire sur chaque texte. Ce sera une majorité à géométrie variable, selon les textes obtenus en courtisant, en arrachant les voix des parlementaires de centre droit. Alors, même si c'est théorique, cela fait 4 textes à rajouter au calendrier du Sénat en mai, juin et début juillet, en tout cas avant le congrès de Versailles qui va se dérouler le 22 juillet. Alors ces textes, quels sont-ils? Il y a la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. On sait déjà que le texte sera débattu le 28 mai à l'Assemblée. Il y aura également l'inscription de la démocratie sociale dans la Constitution, le statut civil du chef de l'État et la suppression de la Cour de justice de la République, et enfin la réforme du Conseil constitutionnel. Bref, Delphine, cela n'est plus un embouteillage, c'est une véritable saturation du trafic législatif qui est à prévoir. Et pour contourner les bouchons, Cécile Duflot a choisi les chemins de traverse en ayant recours aux ordonnances pour son plan logement. On se rappelle que Jean-Pierre Bel a proposé mi-mars de réunir les 2 bureaux des 2 chambres pour améliorer l'organisation du temps législatif. Effectivement, il y a urgence. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces explications. François Hollande ferait bien un petit tour au Panthéon. C'est l'une des rares gloires que peut encore s'offrir un président de la République. François Mitterrand l'avait fait 7 fois, Jacques Chirac 2. Faute d'un accord de la famille, Nicolas Sarkozy avait raté l'occasion de transférer les cendres d'Albert Camus. François Hollande y songe donc de plus en plus. Reste à savoir qui. Faustine Saint-Geniès. C'est un temple républicain où reposent des hommes illustres. Et depuis l'élection de François Hollande, la liste des candidats ne cesse de s'allonger. Et pour cause, panthéoniser est l'une des rares prérogatives régaliennes du chef de l'État. Une panthéonisation est un acte politique, c'est-à-dire qu'il y a un message politique. Il faut que ça soit aussi un personnage qui soit reconnu d'une certaine universalité en quelque sorte, mais qui par son action a montré des valeurs de citoyenneté, des valeurs extrêmement fortes au niveau de la République française. Si Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing n'ont choisi personne, François Mitterrand désigna pas moins de 7 personnalités. Jacques Chirac, lui, y fit entrer André Malraux et Alexandre Dumas. Quant à Nicolas Sarkozy, il n'a pu accueillir Albert Camus, faute d'un accord avec la famille. La gauche est donc plus prompte à panthéoniser. Parmi les candidats potentiels du quinquennat de François Hollande, le philosophe Denis Diderot, qui rejoindrait ainsi Voltaire et Rousseau, ou encore le héros de la résistance, Pierre Brossolette. Également sur les rangs, l'académicien Maurice Genevoix ou le résistant Stéphane Hessel. Problème, trop peu de femmes parmi les grands hommes. François Hollande souhaiterait y remédier. Seules Marie Curie et Sophie Berthelot y reposent aux côtés de leur mari. Plusieurs noms circulent, comme celui de l'anarchiste Louise Michel ou Olympe de Gouges, pionnière du féminisme. Difficile pour François Hollande de faire un choix. À l'Élysée, on n'exclut pas de panthéoniser en même temps un homme et une femme. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Lundi 6 mai, édition spéciale à 19h présentée par Sonia Mabrouk. Émission consacrée à la première année du quinquennat de François Hollande. À suivre Focus qui s'intéresse ce soir au contrat social mis en place par le sénateur maire de Saint-Flour, Pierre Jarlier. Bonne soirée à tous.
Comment lutter contre la précarité en milieu rural? Le sénateur-maire de Saint-Flour, Pierre Jarlier, travaille depuis 3 ans sur la question, avec une ligne directrice, le suivi au plus près des bénéficiaires des différents dispositifs. Comme chaque semaine, Annick vient faire ses courses dans cet établissement un peu particulier. Dans ses rayons, les prix sont 10 fois moins chers que dans un commerce traditionnel. Cette épicerie au tarif imbattable est gérée par plusieurs associations caritatives et la mairie. Plus qu'un coup de pouce pour les 500 personnes de la ville qui ont déjà profité de ce système, les économies réalisées permettent de se remettre à flot petit à petit. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon alors c'est bon, on arrête là. Oui. C'est bien. Tout ce qu'a pris madame, ça faisait 56,20 € et elle a payé en réalité 5,86 €. Heureusement que j'ai eu ça. Ah oui. Sinon on atterrit dans d'autres associations, mais c'est encore plus difficile. Et c'est pas ouvert tout le long de l'année. Bien sûr. Oui. Le fait de payer même une petite somme reste un geste important pour garder la tête haute. Fini la distribution de bons alimentaires, des contreparties sont exigées pour accéder au magasin. Chaque personne est prise en charge, soit par le CCAS, soit par une association caritative. C'est là l'originalité du projet. Les bénéficiaires signent un contrat d'objectif avec les travailleurs sociaux. Par rapport au renouvellement de votre dossier, donc au niveau du contrat, la participation actuellement est toujours prise en charge, donc vous n'avez toujours pas avancé. Oui. Les personnes avec l'épicerie sociale, ça leur permet de réaliser des économies. Et avec ces économies, on leur demande de réinvestir dans un projet, soit pour payer une dette, qui peut être au niveau du loyer, de l'eau, ou si la personne emménage dans un nouveau logement, ça va être lié aux charges du nouveau logement, comme la caution. Apprendre à gérer un budget ou accomplir ses démarches administratives, en fonction des difficultés rencontrées, le suivi social s'adapte pour être le plus personnalisé possible. Lancée il y a 3 ans, cette expérimentation commence à porter ses fruits, mais Pierre Jarlier pense déjà à l'amélioration de cette politique. Dans un territoire rural, bien souvent, les gens ont une certaine pudeur avec la difficulté et ils ne se font pas connaître. Donc le travail d'animation, le travail de mobilisation de tous les acteurs sociaux est très important pour détecter ces personnes, notamment des personnes âgées qui vivent de façon très isolée et qui ne demandent pas d'aide. Car Saint-Flour est au cœur d'un paradoxe. Située dans le département le moins riche de France, la ville affiche pourtant un taux de chômage d'à peine 7%, bien en dessous de la moyenne nationale. La situation de ce territoire rural de 7300 habitants, où l'agriculture décline et les perspectives de création d'emplois sont faibles, pousse les actifs les plus qualifiés à quitter la zone. Cet après-midi, réunion de tous les acteurs sociaux de la ville, l'occasion de définir de nouvelles pistes de travail. Je pense qu'on a, au terme de cette première expérience, sans doute un certain nombre d'initiatives potentielles nouvelles, vers des actions nouvelles, vers des publics peut-être différents. Pourquoi cette épicerie sociale ne pourrait pas rentrer dans le cadre de la communauté de communes, pour avoir un réseau? Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi à Saint-Flour ils ont droit à l'épicerie sociale et pourquoi celui qui habite à Rofiac ou Ussel, lui, il n'y a pas droit. Si l'expérience est positive, il faut rester attentif à ce qu'elle ne soit pas victime de son succès. Nous on aide à peu près 25 familles par mois, donc en continu. Donc avec 25 familles, on peut faire par exemple un rendez-vous par semaine, de manière personnalisée. Donc si on augmente le temps passé sur la distribution alimentaire, ça ne viendra qu'en diminution du temps passé sur l'accompagnement. L'effort de ciblage a été efficace. 170 foyers ont par exemple eu accès à l'épicerie solidaire, soit le nombre exact de chômeurs de longue durée inscrits dans la commune. Je crois qu'il va falloir aussi qu'on soit très attentif à toutes les possibilités que l'on peut offrir en matière d'insertion. Comme beaucoup de municipalités, Saint-Flour propose des contrats aidés. Actuellement, 6 hommes sont intégrés aux équipes d'entretien. Pour continuer à accompagner ces personnes, la mairie et les associations vont définir leur plan d'action pour les 3 prochaines années, avec en ligne de mire la recherche d'outils capables d'amortir les effets de la crise. Cette semaine, Jean-Philippe Lefebvre part à la rencontre de ces artistes français célèbres dans le monde entier. Bob Sinclair, Xavier de Maistre, Tintin et Tahiti 80. Pour la séquence Politicard, c'est Esther Benbassa qui sera à l'honneur.
Culture-T sans frontières, ce soir à 23h sur Public Sénat. Et si la banque était éthique, si l'économie devenait solidaire et fraternelle? Certains en rêvent, d'autres le font. C'est le cas d'une petite caste de banquiers à travers l'Europe. En France, ils ont créé la NEF, la nouvelle économie fraternelle, loin des folies de la finance mondiale. Mais est-ce possible? Eh bien, ce sera le docu et le débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat présenté par Benoît Duquesne, demain à 23h sur Public Sénat.